Et nous voilà partis pour Planète Marché, une quarantaine de minutes pour tenter de décrypter ensemble une actualité parfois politique, souvent économique et surtout financière. Donc dans Smart Bourse, pour en parler, nous avons le plaisir d'être accompagnés ce soir par trois experts. Raphaël Thuin, tout d'abord, est avec nous. Bonsoir Raphaël Thuin. Bonsoir. Vous êtes responsable des stratégies de marché de capitaux chez Tikeo Capital. Bienvenue dans Smart Bourse. Nous sommes accompagnés également par Étienne Gorgeon. Bonsoir Étienne Gorgeon. Bonsoir Nicolas. Vous êtes responsable de l'activité obligataire chez Sanso IS et Vincent Lecartier nous accompagne également. Bonsoir Vincent Lecartier. Bonsoir Nicolas. Bienvenue dans Smart Bourse. Vous êtes gérant et responsable de l'allocation d'actifs chez WeSave. Messieurs, une question que je vais vous poser à tous les trois, une question qui tient en un seul mot. On va peut-être commencer par vous, Étienne Gorgeon. Ce mot, c'est récession. On a l'impression que c'est le risque, la crainte actuelle sur les marchés financiers depuis que les banques centrales, j'ai envie de dire, ont accéléré dans leur mouvement de hausse de taux. Est-ce que c'est un risque réel aujourd'hui à prendre en compte pour les économies, que ce soit aux États-Unis ou en Europe? Le mot récession, tel que on le voit, on le comprend, il est mentionné dans toutes les études, est une promesse. C'est une promesse à plusieurs égards. C'est une promesse parce que historiquement, quand la Réserve fédérale a essayé de normaliser sa politique monétaire dans cette typologie de configuration, ça s'est toujours soldé par une récession. Il y a eu 13 cycles haussiers de taux, 10 qui ont conduit à des récessions, et c'est du 100% à chaque fois que l'inflation monte au-dessus de 5 et que l'emploi est en dessous de 4. Donc la promesse vient des statistiques qui sont assez brutales. La promesse vient également du fait que sur un historique relativement récent, donc si vous regardez la séquence 2016-2019, qui est assez utile parce qu'on est dans des formats d'économie pas très éloignés. La Réserve fédérale a réussi à augmenter ses taux de 225 points de base. Elle a réussi à baisser son bilan de 750 milliards pour s'arrêter brutalement en août 2019 parce que l'économie était en train de basculer s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire. Je crois que c'est à peu près commun d'admettre que l'économie américaine allait rentrer en récession quoi qu'il arrive. Donc, statistiquement, le passé joue pas en la faveur de la Réserve fédérale. Et il est vrai également que j'avais regardé une étude du Financial Times, mais il y en a plein d'autres, que ce soit Bank of America ou les autres. La proportion de stratégistes, d'économistes est quand même largement du côté d'une récession probable. Donc le challenge semble énorme. À côté de ça, moi j'aurais deux commentaires. Le premier, c'est que je trouve qu'il y a une confusion sur les séquences. C'est-à-dire qu'on sort d'une période où la croissance américaine est extrêmement forte. Je rappellerai simplement que depuis le début de l'année, l'économie américaine a créé 2,4 millions d'emplois. On n'avait pas vu ça depuis quasiment extrêmement longtemps. Il y a 2 offres d'emploi par chômeur. On n'est pas dans une économie qui est sur le point de rentrer en récession. On est dans une économie qui a eu une séquence très très forte l'année dernière. Là, elle est dans sa phase de décélération suite à cette forte croissance en 2021. Et donc, on commence à se dire, tiens, il y a un ralentissement qui est en train de se profiler dû aux actions du marché, resserrement monétaire, et évidemment aux actions de la Banque centrale. Après, quand on regarde très concrètement dans les chiffres, oui, on peut mélanger entre décélération et ralentissement parce que sincèrement, tous les gros signaux avancés sont pour l'instant donnent peu d'indications. D'accord. Oui. On regarde les ventes, les prix de l'immobilier continuent de progresser, même si les mises en chantier sont plutôt en baisse. On voit effectivement que les demandes d'allocation de chômage sont en train de remonter, mais elles partent d'un niveau extrêmement bas. Donc c'est pas totalement anormal que l'économie se normalise et encore une fois quand on est économiste on regarde les ventes de poids lourds, on est toujours au plus haut, ça bouge pas trop. Si on regarde les indicateurs très très avancés, c'est-à-dire les empreintes de carte Visa, ça baisse un peu, mais rien de particulier. Les camions qui passent, les camions qui transportent des marchandises, qui passent sur les endroits où on les repère, c'est pareil. Bref, l'économie américaine est en train de ralentir, mais à partir d'un niveau extrêmement élevé. Donc le mot récession est une promesse, mais pas une certitude. C'est exactement la question que j'allais vous poser. C'est une promesse, mais ça n'est pas une certitude à avoir aujourd'hui. Et là où j'ai un point d'interrogation, c'est que, sincèrement, normalement, si la Réserve fédérale fait ce que le marché lui demandait de faire, c'est-à-dire 350 points de base plus 1000 milliards de rachats d'actifs, historiquement, en tout cas avant la crise sanitaire, c'était sûr que c'était une récession. Pourquoi il y a un point d'interrogation ? Il y a un point d'interrogation parce que simplement cette inflation vient d'un stimulus budgétaire et monétaire inouï et inédit dans l'histoire des États-Unis. Donc on est quand même... C'est pas si facile que ça de comparer les choses. Je le rappelle en 2 phrases, en 2 mots. Le patient américain l'année dernière avait déjà récupéré son PIB, son point haut de PIB.
Or, à la suite du plan Trump, suivi du plan Biden, plus les rachats d'actifs, ces injections cumulées, ça représentait 18 points de PIB. Chose qu'en temps de paix, on n'avait jamais fait aux États-Unis. La seule fois où on avait vu ça, c'était en 1943, un an après Pearl Harbor, toute l'économie américaine était tournée vers une économie de guerre. Donc en fait, la question qu'on se pose, c'est qu'on a réellement une économie robuste, et ça se voit au niveau de la demande, ça se voit au niveau de la consommation, ça se voit au niveau simplement du fait que l'économie américaine crée toujours beaucoup d'emplois et qu'il y a encore une fois un marché de l'emploi aussi tendu, deux offres pour un chômeur, c'est relativement inouï. Donc, une des questions, c'est est-ce que, en réalité, ces 350 points de base de hausse que le marché attend vont pas simplement aspirer cet excès de liquidité et qu'en fait, l'économie américaine peut tenir. Et pour l'instant, jury est dehors, comme on dit en anglais, mal traduit, et c'est un peu difficile de se positionner. Vincent Lecartier, même question. Récession, la récession est une promesse, comme l'a dit Étienne Gorgeon. Est-ce que c'est pour autant une certitude ? C'est une certitude un jour. Sachant que, oui, bien sûr, mais sachant qu'on peut peut-être définir ce qu'on peut entendre par récession, parce qu'il y a récession technique ou épisode récessif. Effectivement, c'est pas forcément la même chose. Alors, une récession, c'est une variation négative de 2 trimestres consécutifs du PIB. Sachant que le PIB, il y a énormément de composants. Ça reste une variation, donc une fois encore, ça ne veut pas dire pour autant que vous allez vous effondrer. Si vous faites 2 fois 0,2% de baisse de votre PIB, vous êtes en récession, mais dans la pratique, vu l'ampleur de ce qui a été créé, injecté, et l'ampleur de la dynamique encore sous-jacente, est-ce que c'est quelque chose de stressant ? Non. Donc pour moi, la vraie question, en fait, aujourd'hui, c'est pas tellement de savoir si on va rentrer en récession. Moi, ça me traumatise absolument pas de sortir ce mot-là, c'est pas une vulgarité, mais le problème, c'est qu'on lui associe énormément de craintes, et je pense probablement excessives par rapport à ce qui risque de se produire. Donc pour moi, c'est ça le vrai sujet, c'est qu'on associe récession à dépression. Et je ne pense pas que ça soit le même terme. C'est-à-dire qu'un épisode récessif ne serait pas forcément synonyme d'une crise économique aux États-Unis, c'est ce que vous nous dites ? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez en fait une dynamique de l'investissement, une dynamique de l'emploi, une dynamique de la consommation qui sont très fortes, très fortes. On sait très bien qu'il va y avoir des rapatriements d'activités. On sait que les semi-conducteurs, il va falloir relancer une activité forte. On sait qu'il va falloir relancer une production de métaux rares américains. On sait qu'il y a des tas de choses sur lesquelles il va y avoir de toute façon des mécanismes d'investissement, partenariat public-privé qui vont être très importants pendant des années. La défense va de nouveau être renforcée, la santé va être renforcée. On sait très bien que l'énergie est perturbée par le conflit en Ukraine et qu'il y a des répercussions sur les États-Unis, que la transition énergétique, il va falloir eux aussi qu'ils la fassent. Donc il y a énormément d'investissements à venir. Donc moi je veux bien qu'on ait un fugitif temps négatif du PIB aux États-Unis. Est-ce que c'est inquiétant ? Non. Alors, j'ai quand même envie de vous opposer, avant d'entendre Raphaël Thoin sur le sujet, un argument que j'ai entendu dans Smart Bourse à midi, si tant est que ce soit une opposition à ce que vous dites, mais j'entendais que, justement, l'inflation sur les matières premières énergétiques était tellement forte que pour atteindre un objectif de 2%, il faudrait bien qu'il y ait un effet de balancier sur d'autres secteurs d'activité et que, du coup, on pouvait s'attendre à des épisodes récessifs par secteur d'activité. Est-ce que ça, c'est un risque un peu plus grand pour le coup ? Alors, l'inflation par les matières premières, donc agricoles et énergétiques à l'heure actuelle, ça contribue à la louche à un tiers de l'inflation aux États-Unis, sachant que le pays est producteur. Donc le vrai sujet aujourd'hui, c'est un sujet de raffinage plus qu'un sujet de produits bruts. Est-ce que le pays est capable de basculer vers la transition énergétique ? Oui, enfin, quand on voit les technologies développées, quand on voit la capacité du pays à lancer des projets et quand ils ont vraiment envie d'aller quelque part, c'est une question de volonté plus que de capacité. Donc oui. Voilà, donc pour moi c'est pas une question financière, c'est pas une question de compétence, c'est juste une question d'envie. Donc pour moi, le curseur, vous le mettez simplement là. Donc, est-ce qu'ils ont envie d'aller vite ? Est-ce qu'ils ont envie de basculer rapidement sur la transition énergétique ?
j'en sais rien. Ce qui pour moi est évident, c'est qu'on est dans une phase électorale. Donc on a déjà l'élection de mi-mandat qui approche. On a surtout derrière l'élection présidentielle. Donc il va y avoir bel et bien des conflits budgétaires entre les deux parties. Donc pour moi, c'est plus ça qui risque de freiner. Mais si vous êtes convaincu que c'est dans l'intérêt national et qu'il y a à ce moment-là solidarité entre démocrates et républicains pour aller dans un sens, autrement dit comme ils l'ont déjà fait par le passé avec la Chine par exemple, s'il y a cette volonté commune d'avancer dans un sujet, ils avanceront. Raphaël Thuin, même question. Alors effectivement, on rappelle que cette question de la récession, aujourd'hui, on se la pose du fait de la hausse de taux, donc de 75 points de base annoncée par la Fed la semaine dernière, sachant qu'on en attend potentiellement une autre à venir lors de sa prochaine réunion de politique monétaire, qu'on estime à 75 points de base. Je dis qu'on estime parce que ça a l'air d'être une certitude pour certains, mais tant que ça n'est pas fait, globalement, on l'estime. Est-ce que, du coup, à la lumière également de ce qu'on a entendu, le fait que le seul indicateur que suive la Fed aujourd'hui soit l'inflation, finalement n'est pas si angoissant que ça pour le marché, malgré ce qu'on peut voir globalement sur les marchés financiers actuellement? Il y a matière à être inquiet. Chez Tikehau, on est globalement très prudent sur effectivement le potentiel pour l'économie de décélérer. Alors, à quelle vitesse, dans quelle mesure on va tomber dans une récession profonde et longue, on verra. Mais effectivement, la propension de cette économie à rapidement disons, décélérer sur le long terme semble forte. Quand on y pense, effectivement, on est dans un cycle inflationniste fort qui perdure, qui d'ailleurs surprend dans sa durée et par sa robustesse, encore aujourd'hui, alors que ça faisait plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on entendait parler d'un point d'inflexion dans l'inflation. Bien sûr, qu'on attend toujours, ça c'est clair. Ouais. On en parlait dès mars-avril, souvenez-vous. Là encore, aujourd'hui, Royaume-Uni, Canada, tous les chiffres surprennent à la hausse. On constate que cette inflation, elle est vraiment structurelle, qu'elle risque de perdurer. En tout cas, que ce scénario de retour en V inversé, vous savez, qu'on espérait à un moment, semble assez lointain. Et qu'elle a des caractéristiques, en particulier d'une région à l'autre, assez différentes. Donc, aux États-Unis, on l'a vu, le marché du travail est très chaud. La hausse des salaires entretient ce cycle inflationniste. En Europe, on a une dimension matière première qui, elle aussi, va probablement perdurer dans le temps. Quelle que soit un petit peu l'issue prochaine ou non du conflit ukrainien, on sait qu'on a un facteur inflationniste long terme à travers cette pression géopolitique qu'on voit aujourd'hui en Russie et en Ukraine. Donc il y a beaucoup de raisons de parier sur le fait que les banques centrales n'auront pas le loisir de ralentir, que pour combattre cette inflation, il va falloir continuer à resserrer les taux, et les taux L'/TAU, donc à les augmenter, et dans ces conditions, probablement que l'économie va en souffrir. Et donc ça veut dire que ce risque récessif, si je l'appelle comme ça, même si effectivement je comprends que c'est une promesse plutôt qu'une certitude, ne serait pas de nature à infléchir une remontée des taux de la part de la Fed ou de la BCE? La Fed et la BCE vont avoir besoin de marge de manœuvre vis-à-vis de l'inflation. Tant que l'inflation continuera à surprendre à la hausse ou à se maintenir à des niveaux importants, elles devront faire ce qu'a fait Volcker dans les années 80, c'est-à-dire augmenter rapidement et fortement les taux pour faire baisser la demande, calmer les économies, calmer ce rythme de croissance des salaires qui entretient ce cycle inflationniste, à un moment en plus où une grosse partie de cette inflation se trouve du côté de l'offre. C'est-à-dire, on parlait de matières premières, on peut parler aussi des politiques de chaîne d'approvisionnement. Tout ça, ce sont des facteurs sur lesquels la Fed et la BCE ont peu d'impact. Donc oui, finalement, il va falloir que l'inflation commence vraiment à se calmer pour que les banques centrales retrouvent des marges de manœuvre. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Alors j'ai envie de, justement, c'est une transition toute trouvée avec le sujet plus BCE aujourd'hui. On va continuer avec vous, Étienne Gorgeon. Donc la BCE qui a annoncé, alors je ne sais jamais quel terme utiliser, réfléchir ou avoir dans son attirail un outil anti-fragmentation. Alors justement, puisque on sait qu'il n'existe pas réellement à l'heure actuelle, ou en tout cas on ne connaît pas les contours, mais on a quand même l'impression qu'il a déjà été un petit peu réfléchi. Cet outil, cet instrument anti-fragmentation, est-ce qu'on peut essayer d'imaginer à quoi s'attendre justement, sachant qu'on a quand même l'impression, je rappelle que cet outil anti-fragmentation, donc du coup, est issu d'une réunion en urgence de la BCE la semaine dernière pour réagir ou montrer en tout cas une réaction à l'écartement d'un certain nombre de spreads sur le sol européen et notamment en zone euro. Et on a l'impression que le simple fait qu'il soit mentionné
et qu'on renvoie à la réunion de juillet, a permis finalement de contenir l'écartement des spreads. Je regardais entre la dette italienne et le Bund allemand avant cette émission, effectivement, il se réduit encore un petit peu. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre en termes de possibilités de cet outil anti-fragmentation ? Parce qu'on imagine bien qu'on pourrait potentiellement aller acheter plus de dette italienne que de dette allemande, mais concrètement, est-ce que la BCE peut le faire aussi simplement ? La question est évidemment d'actualité. Il y a deux sujets. Le premier, c'est, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé en 2011 et la peur que tout le monde a eue. Et que ça, ils ne veulent pas le revivre. Et que ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont beaucoup plus agiles à travailler sur ce type de sujet assez concret. Maintenant, l'équation, parce que, peut-être pour le rappeler, le coût de sortie d'un pays type Italie, France, Espagne ou évidemment Allemagne, on oublie souvent, mais le niveau d'intégration des principaux pays européens à l'intérieur de l'Europe est colossal. Par exemple, il y a un calcul qui avait été fait, c'est les actifs français en dehors de la France, à l'intérieur de la zone euro, c'est le PIB de la France. Et c'est vrai pour l'Italie, c'est vrai pour l'Espagne, c'est vrai pour l'Allemagne. Donc en fait, imaginer que l'euro pourrait disparaître, ça serait un cauchemar pour tous les citoyens européens. Donc ça, c'est la base. Donc comment favoriser la transition du crédit ? C'est comment faire que jusqu'en Calabre, il y ait les banques italiennes qui continuent de prêter ou peu importe où en Europe, tout en limitant, ce qui est un vrai sujet toujours d'actualité, c'est l'aléa moral. C'est-à-dire que vous avez des élections italiennes l'année prochaine, plus ou moins à la même époque. Vous venez d'avoir des élections françaises qui pourraient conduire bientôt à d'autres élections. Imaginez un gouvernement extrêmement pro-dépenses qui mette un petit peu les choses en danger, ou en tout cas qui sortent des clous. Donc, c'est ça qu'il faut trouver. Il faut trouver un système qui permette que le crédit se diffuse et que l'aléa moral soit encadré. Ce qui est intéressant, c'est que l'initiative vient plutôt des Allemands. C'est Isabelle Schabel et Nagel qui ont commencé à lancer le sujet. Donc, et je pense qu'ils vont probablement faire quelque chose d'assez intelligent qu'on a vu, qu'on voit au Japon, pardon, je vais chercher mes mots, qu'on voit au Japon, c'est-à-dire au lieu de faire du a posteriori, c'est-à-dire que les spreads ont déjà remonté et on va faire quelque chose, j'ai l'impression qu'ils se dirigent vers du a priori. Évidemment, on n'a pas encore les détails, mais de dire à un certain niveau de spread, vous devez vous attendre à ce qu'on aille taper. Au sens, on va racheter. C'est un peu Donc soyez rassurés. Soyez rassurés. C'est plutôt une assurance que si les spreads s'écartent, alors la Banque Centrale Européenne sera là. Et ce qui fait qu'a priori, quand vous savez ça, vous, en tant qu'intervenant de marché, vous allez hésiter d'y aller parce que ça peut faire mal. Quand je dis y aller, c'est shorter, par exemple, la dette italienne. Donc c'est un peu la façon dont la Banque du Japon, la BOJ, fonctionne avec ce qu'on appelle le contrôle de sa courbe. C'est-à-dire que dès que le 10 ans japonais dépasse 25, on sait que la Banque centrale va intervenir. Donc là, ce serait quelque chose de relativement similaire. Et ça serait l'assurance parfaite. Personne n'aura envie de se mettre en face de la Banque centrale européenne. La question qui reste en suspens, c'est comment on gère l'aléa morale. C'est à partir de quel niveau de spread ? Qu'est-ce qui se passe si le mouvement 5 étoiles est élu, prend le Congrès italien l'année prochaine ? Comment on gère ça ? Ça, on n'a pas encore trop les détails. Mais surtout que là, on est dans des considérations politiques qui ne sont normalement pas des considérations de la BCE, mais qu'elle doit prendre en compte. Et qu'elle doit prendre en compte parce que si vous avez un pays qui dit non, moi je vais utiliser le budget du déficit budgétaire et peu importe les conséquences que ça peut avoir sur la stabilité de la zone euro, la Banque Centrale Européenne sera obligée d'intervenir. Donc c'est là où on attend quelques détails. Et ça va être intéressant de voir s'ils mettent un niveau de spread, qu'ils vont communiquer ou pas. Est-ce qu'ils vont y aller justement ne communiquant pas en disant et puis on va les voir intervenir et d'un seul coup le spread italien vis-à-vis de l'Allemagne va se resserrer très fortement. Ça, on aura les détails en juillet, si j'ai bien compris. Vincent Lecartier, pour l'instant, on parle d'un taux de dépôt négatif au niveau de la BCE. On parle de 2 hausses de taux relativement faibles, si je puis dire, vis-à-vis de ce que fait la Fed. Et pour autant, on commence déjà à évoquer un outil anti-fragmentation pour éviter les directions, alors différentes non, mais en tout cas les accélérations différentes en termes de rendement obligataire sur les différents pays de la zone euro. Est-ce qu'on peut interpréter ça comme une difficulté à la BCE, à augmenter ses taux sur les mois à venir ? Pour moi, elle a géré la problématique dans le mauvais sens. C'est-à-dire elle s'est imposée de terminer le quantitative easing avant de lancer la problématique de hausse de taux. Pour moi, historiquement, il faut avoir un instrument pour un objectif. Là, pour moi, aujourd'hui, elle a 2 objectifs. Elle a la question de la fragmentation des taux. Donc ça, pour moi, c'est un premier objectif. Le deuxième, c'est l'inflation.
L'inflation, il est logique qu'elle la combatte en relevant les taux. La fragmentation, pour moi, il s'agissait d'utiliser le bilan. Alors, étrangement, ou peut-être par dogmatisme, ou peut-être parce qu'il y avait des pressions politiques internes, au bout du compte, ils se sont imposés d'arrêter l'instrument du bilan avant de pouvoir intervenir sur les taux. Ils ont pris du coup du retard sur la lutte contre l'inflation et ils se sont mis en danger simultanément sur la question de la fragmentation. Donc d'une certaine manière, la réponse qu'ils sont en train de préparer pour le mois de juillet ressemble quand même assez étrangement au fait d'un retour en arrière et de réutiliser le bilan, même si ça n'est pas la question d'augmenter la taille du bilan, puisque là, je pense qu'il y a des oppositions assez fortes de la part des pays du nord de l'Europe pour que ça ne soit pas le cas et pour qu'effectivement l'aléa moral, d'une certaine manière, soit quand même au moins canalisé d'une certaine manière par un niveau de bilan global. Par contre, la question de la répartition des signatures qu'on achète ou qu'on n'achète pas et dans quelles circonstances, là, ça va être compliqué et il est très probable... Mais elle peut choisir comme ça de racheter plus une dette italienne ou portugaise qu'une dette française ou allemande. Elle avait le droit de le faire. Elle avait le droit de le faire. De façon dérogatoire pendant la crise sanitaire, elle avait le droit de le faire. Elle pouvait acheter autant d'Italie qu'elle le voulait et si elle voulait ne pas acheter d'Allemagne, elle pouvait le faire. Donc oui, elle s'est accordé le droit de le faire. Elle s'est trouvé le droit de le faire quand il faut. Alors c'était de façon dérogatoire pendant la période sanitaire. Cette période est révolue. Donc la question, c'est de savoir l'instrument futur. Comment est-ce qu'il sera bâti ? Est-ce qu'il sera... légal au sens de la cour de Karlsruhe derrière qui va rescruter les choses et qui va dire non, effectivement, ça n'est pas normal de voir que l'Italie est la seule signature ou à peu près qui soit achetée et que l'Allemagne soit défavorisée dans cette histoire. On est en train de financer directement le fonctionnement courant de l'Italie. Donc là, on va avoir bel et bien un problème politique, mais c'est une décision politique derrière. La BCE, si l'organisation politique au-dessus, on dit les gouvernements européens disent il n'y a pas de problème, on vous laisse faire ce genre de manœuvre. Si ça devient son mandat, il n'y a pas de problème. Donc la question est non pas de mon point de vue au niveau de la BCE, mais au niveau politique, la remise à plat qu'on est en train de faire à l'heure actuelle du pacte de stabilité et de croissance, donc en clair les règles de fonctionnement budgétaire, pour moi c'est directement lié à l'instrument ou aux instruments que va mettre en place la BCE, parce qu'il y aura un lien direct entre les deux. Donc on est sur un sujet presque d'unité d'Union européenne ou de zone euro en tout cas. Si vous prenez par exemple, si vous sortez par exemple du budget européen, les investissements de défense, d'énergie nouvelle, etc. Si vous les sortez complètement des budgets et que vous n'avez plus qu'un budget de fonctionnement, vous pouvez dire à la BCE, sur cette partie qu'on a sortie, là il y a une liberté totale de liberté, de signature sur quel est le pays qu'on achète ou qu'on n'achète pas. Donc faire des emprunts collégiaux pour financer certains plans d'investissement et avoir une signature spécifique pays attribuée à tel ou tel plan, oui, on peut mettre en place des choses. D'ailleurs, on l'a déjà fait pour le coup, assez récemment. Bien sûr. Raphaël Thuin, alors peut-être un mot sur la BCE rapidement. Après, je voulais évoquer le sujet du pétrole avec vous et comment interpréter justement ce recul du pétrole. Mais d'abord, sur la BCE, on a déjà dit beaucoup de choses. Quelle est votre vision un petit peu sur le sujet ? Est-ce que du coup, c'est de nature, selon vous, à remettre en cause des hausses de taux à venir ou de toute façon, c'est la priorité aujourd'hui, que ce soit de ce côté ou de l'autre de l'Atlantique ? Non, mais alors les deux sujets s'imbriquent bien parce qu'on parle toujours de cette dynamique de hausse des prix en Europe. La BCE, là, on sent qu'elle a une main compliquée. On joue à l'apprenti sorcier, on invente des mécanismes qui n'existaient pas. On ouvre des questions auxquelles on n'a pas de réponse et clairement le diable sera dans les détails. Globalement, c'est un événement de marché néanmoins positif. La BCE a clairement marqué sa volonté de maintenir le cap et de maintenir le couvercle sur cette dynamique d'écartement des spreads. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Maintenant, encore une fois, la main de la BCE, elle est complexe. On est sur une économie, effectivement, qui est en train de ralentir, va ralentir, avec de l'inflation qui, en Europe, est forte, et en grande partie aussi due à des problématiques, justement, de pétrole et de matières premières. Donc, on peut faire le lien comme ça. On sait qu'environ 4% du montant d'inflation totale en Europe est due à la dimension énergétique. On est plus proche de 2% aux États-Unis. Donc on est sur une dynamique où, là pour le coup, elle a peu la main sur cette dimension énergétique, cette dimension matière première.
Et elle a cette dynamique en plus de spread italien versus allemand et français. Donc le chemin de crête est très étroit. Il y a une nécessité d'augmenter rapidement les taux. Elle est très en retard, cette BCE. Et de le faire tout en maintenant les spreads italiens à des niveaux raisonnables. On va voir ce que cette nouvelle mesure donne. Mais clairement, le passage pour réussir ce tour de force va être compliqué. Et alors, un mot sur le pétrole à présent. Alors, le pétrole, c'était, quand j'ai regardé en préparant cette émission, environ 4% de recul sur le baril de Brent depuis le début de la journée, 4%, moins 7% sur une semaine. Bon, ça pourrait être un non-événement dans une tendance haussière de long terme après tous les hausses consécutives qu'on a connues. Pour autant, je lis à droite à gauche que ça peut être interprété comme justement cette crainte récessive. Un mot sur ce sujet spécifique du pétrole, Raphaël Thuin. Est-ce qu'il faut surinterpréter ce recul actuel du pétrole et notamment du baril de Brent ? C'est un événement de marché important. Cette dimension, cette dynamique haussière des matières premières qu'on connaît depuis le début de l'année maintenant était importante. Ces matières premières s'étaient stabilisées, mais à des niveaux très élevés. Et aujourd'hui, enfin, on voit une petite baisse, en particulier à travers le pétrole, mais pas que. Et donc ça, c'est effectivement un soulagement pour le marché aujourd'hui. Peut-être ça va enclencher une espèce de dynamique désinflationniste dans les mois qui viennent, on verra. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui importe énormément au marché aujourd'hui. Alors, à quoi est dû ce relâchement sur les prix du pétrole ? Il y a effectivement quelques facteurs à suivre. Sur l'Ukraine, la Russie semble prendre la main. Donc peut-être qu'on va avoir, on verra, une résolution de conflit à un horizon plus ou moins lointain. C'est un gros pari aujourd'hui, mais peut-être que c'est un facteur positif sur le prix des matières premières. On voit aussi que le pétrole russe coule à flot. Qu'aujourd'hui, le manque à gagner vis-à-vis, par exemple, des économies européennes a été comblé avec l'Inde et la Chine en particulier. Donc, il n'y a pas eu vraiment de manque en termes d'offres de pétrole sur le marché. Et puis, on a aussi des catalystes à venir, avec en particulier une visite du président Biden en Arabie Saoudite, où le marché se prend à espérer un grand soir, une espèce d'échange de bons procédés. Vous rouvrez les robinets du pétrole en échange d'une protection militaire ou d'un accord commercial. Et en attendant, on baisse les taxes aux États-Unis sur l'essence. Bon, ça, c'est pas forcément en lien direct, mais ça fait partie effectivement de l'équation. Voilà. Donc, toute nouvelle qui consisterait à voir une baisse plus durable des prix des matières premières serait très favorablement acceptée par le marché, dans la mesure où ça pourrait permettre de nourrir cette idée que l'inflation va peut-être un jour finalement commencer à décélérer. Donc c'est ce à quoi le marché semble se raccrocher aujourd'hui. Vincent Lecartier, cette baisse du pétrole sur une semaine, ça nous laisse espérer un pic d'inflation qui se rapprocherait de nous ? J'espère. De toute façon, l'inflation, c'est une variation de prix. Donc il suffit de stabiliser les prix du pétrole même à un niveau très élevé pour que l'inflation par le pétrole disparaisse. Donc je pense que c'est ça aussi qu'il faut garder en tête, c'est qu'au bout d'un certain temps, les hausses de prix qu'on a vécues, on les verra se calmer, et pour un certain nombre de prix, aujourd'hui, il y a déjà de la baisse. Donc le pic d'inflation, il est probable qu'il approche aux États-Unis, peut-être cet été. Est-ce qu'on aura le même pic en Europe ? Probablement pas, parce qu'on a un lien qui est encore plus fort, comme ça a été signalé, sur la partie agroalimentaire et énergie. Donc, d'une certaine manière, si les choses se calment en Ukraine, peut-être qu'on aura, nous, un pic encore plus rapide, encore plus accéléré qu'aux États-Unis, paradoxalement, alors que le marché a la chose inverse en tête. Donc oui, évidemment, ça serait une très bonne nouvelle. Quand on regarde historiquement la question du cycle, hein, puisqu'en fait, implicitement, c'est quand même ça aussi qu'on peut avoir, c'est plutôt sur les matières premières industrielles qu'il faut regarder, donc les métaux industriels. Et eux, leur pic, il était plutôt un trimestre plus tôt, c'était en mars qu'on a atteint le pic. On est grosso modo à zéro, voire même négatif désormais sur les métaux industriels depuis le début de l'année. Voilà. Si vous regardez ça comme étant un signe d'accalmie sur l'inflation, moi je pense que le signal, il a déjà été lancé. Est-ce que c'était un signal récessif ? Ça tombait comme par hasard au moment où la Chine confinait de nouveau pour des raisons de Covid.
Donc c'est compliqué de lire dans le détail le motif qui se cache derrière. Mais objectivement, on a déjà depuis un trimestre une baisse des prix sur les produits industriels et on commence à avoir depuis une dizaine de jours celle du pétrole. Si ça se calme sur les matières premières, ça sera effectivement une très bonne nouvelle pour les marchés. Ça se voit déjà sur les marchés obligataires et je pense que ça se verra aussi sur les marchés actions dans un deuxième temps. Justement, transition toute trouvée avec le sujet que j'ai envie de traiter avec vous trois sur les dernières minutes de cette émission. Donc la conséquence concrètement là sur les marchés actions et on verra l'obligataire avec vous, Étienne Gorgeon, mais Vincent Lecartier sur les marchés actions pour le coup. Là, on est sur des baisses régulière. Alors, j'ai mentionné un léger rebond sur les marchés européens hier et avant-hier. Qu'est-ce qu'il faut en comprendre ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut rester à l'écart du marché aujourd'hui ? Est-ce que ça veut dire que globalement, il faut être très actif, très précis dans une gestion active au quotidien ? Comment est-ce que vous voyez les choses sur ces marchés actions aujourd'hui ? Je pense qu'il n'y a pas de raison de prendre de risques additionnels forts. Par contre, depuis un mois sur les actions, vous avez une vraie forme de capitulation puisque tous les secteurs baissent en même temps. Il n'y a plus de rotation, tous les secteurs baissent en même temps et de façon très, très significative. Donc pour moi, c'est un signal intéressant de voir que les gestions avant les publications de résultats, avant l'été, donc avec une moindre liquidité des marchés, jettent entre guillemets l'éponge sur les actions. Donc ça, pour moi, c'est un signal intéressant. Commencer à se réintéresser du coup aux actions de façon contrarienne si vous avez un horizon plutôt long. Est-ce que le pic d'inflation va être atteint cet été ? Peut-être. Pour moi, ce qui est plus intéressant, c'est de savoir qu'on a les élections de mi-mandat en novembre, qu'on a la réunion des banquiers centraux fin août, et qu'il est probable qu'après les élections de mi-mandat, la préoccupation de la Fed et de l'administration Biden soit beaucoup plus la croissance économique que l'inflation. Donc moi, mon pressentiment, c'est que l'élection de mi-mandat sera probablement le réel tournant, mais peut-être même qu'on aura en fait une forme de pré-annonce par la Fed lors de la réunion de Jackson Hole, comme quoi l'inflation commence déjà à être mieux pilotée. Son action commence à se voir dans quelques chiffres. Le ralentissement économique se voit lui aussi, et donc elle commence à de nouveau regarder l'autre face de la pièce, l'inflation d'un côté et l'emploi de l'autre. Donc commencer à se réintéresser à la partie croissance. Étienne Gorgeon, j'ai envie de vous poser la même question, mais peut-être plus d'un point de vue obligataire. Alors, on a vécu un krach obligataire, j'en parle au passé d'ailleurs, je devrais peut-être toujours en parler au présent, mais ça pose deux questions sur les marchés obligataires. C'est est-ce que le krach obligataire, ou en tout cas le plus gros du krach obligataire est derrière nous, et est-ce que des rendements qui augmentent, ça peut créer des opportunités pour des nouveaux investisseurs sur le marché ? Sur la partie obligataire, emprunt d'État, donc si on regarde les emprunts d'État européens, les emprunts d'État américains, je pense qu'il y a un juge de paix qui est, et on est sur un point de bascule. C'est est-ce qu'on est vers un pic d'inflation ? Est-ce que la croissance est réellement en train de décélérer ? Et là, vous avez deux camps que vous trouvez dans le marché. Vous avez ceux qui pensent que le taux terminal est autour de 2,5-3 aux États-Unis et ceux qui pensent qu'il va falloir aller à 4,5-5. Et pour l'instant, encore une fois, eu égard à ce qu'on voit dans les chiffres, c'est très difficile. Donc, acheter des emprunts d'État aux États-Unis, c'est extrêmement tentant parce que c'est une classe d'actifs qui a fortement souffert et qui est une réelle alternative. Simplement, vous avez cette interrogation. Moi, ce que je trouve intéressant dans le monde d'alternatives, et on a parlé de capitulation, c'est qu'il y a un endroit où vous avez vraiment, je trouve, une capitulation au sens propre du terme, c'est sur le crédit. D'accord. Si vous regardez le marché actions depuis le début de l'année, les flots aux États-Unis sont positifs. Sur le crédit, c'est vraiment un bain de sang. Et ça se voit d'ailleurs dans les performances de la classe d'actifs. Si vous regardez par exemple le haut rendement en Europe, on est autour de moins 12, moins 13. Et ce qui est intéressant, c'est que les courbes se sont aplaties. Chose assez rare. En général, les courbes, sans rentrer dans les détails techniques, les courbes s'aplatissent quand le marché commence à anticiper des taux de défaut demain. Or, les taux de défaut sont à moins de 0,5 en ce moment en Europe et le marché anticipe 7. Et en fait, nous, ce qu'on met en avant, c'est que dans un environnement où vous avez 2 ou 3 incertitudes majeures, incertitude sur le pic d'inflation et sa normalisation, incertitude sur le ralentissement économique et donc incertitude sur les valorisations du marché actions et des taux, il y a un endroit où je trouve qu'on peut allumer la lumière, c'est sur du crédit très très court.
C'est-à-dire que sur des maturités de 1 an et demi, donc vous avez une maturité, 1 an et demi, donc si la récession a lieu comme Larry Summers le pense ou d'autres, ou plein d'autres, c'est-à-dire plutôt fin 2023, début 2024, autour de une année et demie, vous avez des potentiels de perf de l'ordre de 5%. Chose que moi, je n'avais pas vu depuis 2011. 5% sur une maturité moyenne de 1 an et demi, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Vous rallongez d'une année, vous passez à 7. Et c'est là où je trouve qu'il y a une vraie alternative, sachant que les taux de défaut me semblent pour l'instant surestimés, d'autant plus que après la crise du Covid, on a une phase de recouvrement de 2 années. On n'a pas eu le temps de voir des excès dans l'économie privée. C'est-à-dire que ce n'est pas comme en 2008 ou en 2000 où les bilans des entreprises ou le bilan des banques était très lourd avec plein de mauvaises choses pour les bancaires, etc. Là, on n'a pas eu le temps de construire ces excès. Ces excès, ils viennent de la sphère publique. Et c'est plutôt dans les valorisations. Et donc, il y a une alternative à regarder du crédit court. Et sans trop se compliquer la vie, on peut faire des performances intéressantes. Mais donc, elle est plutôt sur des durations très très courtes, des maturités très courtes. Et je peux citer des noms, mais vous avez des très belles signatures à horizon 2023-2024. Donc là, on parle de dette privée pour le coup. Là, on parle de dette privée, et on parle plutôt de dette privée de notation intermédiaire, c'est-à-dire plutôt du double B. Moi, c'est le segment que je trouve où le couple rendement-risque, je le trouve le plus intéressant. Parce qu'encore une fois, très très court. Donc s'il y a une récession, a priori, l'obligation sera tellement courte que ce sera plus réellement un sujet. Et puis en attendant, on peut clipper, encore une fois, des rendements qu'on n'avait pas vus depuis très très longtemps. Raphaël Thuin, même question. Qu'est-ce que vous regardez, vous, actuellement dans les marchés? Comment est-ce que vous regardez ces marchés actions ou obligations aujourd'hui? Globalement, on est prudent, on l'aura compris, on est inquiet du potentiel de ralentissement des économies et en particulier sur le marché action, on considère que le marché a de la place pour corriger. Alors les multiples de valorisation ont baissé, on peut parler de 20-25% de correction sur les multiples. Il reste assez cher sur un historique long, en tout cas assez proche des moyennes historiques, à un moment où l'inflation est au plus haut depuis 40%, la récession potentiellement pointe le bout de son nez, les banques centrales sont agressives, on n'a pas nécessairement envie de payer si cher. Le deuxième argument ici, c'est aussi de constater que les attentes de résultats du marché pour les entreprises sont assez élevées. Elles n'ont pas nécessairement été corrigées à la baisse. Le marché continue de penser, et beaucoup des entreprises d'ailleurs, et des managements d'entreprises qu'on entend, continuent de penser que le consommateur va continuer à consommer. Et ça, c'est une bonne nouvelle, justement, que ça n'ait pas été revu à la baisse. Est-ce qu'on pourrait penser que c'est une bonne nouvelle? On pourrait aussi se dire, attention, est-ce qu'on ne voit pas arriver le mur de choc de consommation? C'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle. De nouvelle. notre point de vue, une mauvaise nouvelle. Il y a un risque que le marché réalise que ses attentes sur les résultats sont trop optimistes, que le consommateur fatigue. Son matelas Covid commence à se réduire. Ses indices de confiance sont au plus bas depuis 2008. Son taux de croissance de revenus disponibles est en termes réels extrêmement faible également. Et donc le scénario qui consisterait à dire que comme sur le premier trimestre ou le second trimestre, le consommateur va porter la croissance encore sur plusieurs mois, nous semble assez optimiste. Donc sur les actions, il y a un vrai risque de repricing dû à ces attentes de résultats trop élevées. Sur l'obligataire, on est aussi globalement prudent, mais c'est vrai que je rejoins Étienne. Là, la correction a été très importante. On est sur des niveaux de rendement embarqués qu'on n'avait pas vus depuis 10 ans, hors Covid finalement. Et effectivement, on commence à pouvoir justifier de redéployer, alors peut-être de manière très précautionneuse, très prudente, en moyennant à la baisse, parce que clairement, on ne saura pas atteindre le point le plus bas. Et dans ces conditions, commencer à redéployer prudemment sur certains segments de marché peuvent faire sens sur l'obligataire. Alors, il faut être très sélectif. C'est un marché de grande dislocation, de grande dispersion. Donc, on a des segments plus décotés que d'autres. Il faut être très attentionné dans sa sélection de valeurs, mais il y a probablement des choses à faire sur ce segment de marché. Très rapidement, Vincent Lecartier, il nous reste quelques secondes. Qu'est-ce que vous regardez spécifiquement sur les marchés actions pour le coup? Alors nous, le dernier arbitrage significatif qu'on ait fait, ça a été de remonter de nouveau l'exposition sur le Nasdaq, d'enlever les expositions ou à peu près sur les ETF Standard & Poor's exposés au dollar.
Autrement dit, nous, on joue bel et bien un pic d'inflation pendant l'été. Donc on revient sur les obligations d'État, on revient aussi un tout petit peu sur le high yield, on rallonge les maturités sur les obligations, on remet un peu d'or à la place des obligations indexées sur l'inflation, parce qu'on pense que ça sera de nouveau un actif un peu plus intéressant. Donc nous, on joue le pic d'inflation pendant l'été. Eh bien, on finira là-dessus. Merci beaucoup, messieurs. Merci Vincent Lecartier, gérant et responsable de l'allocation d'actifs chez WeSave. Merci également Étienne Gorgeon, responsable de l'activité obligataire chez Samso IS. Et merci Raphaël Thuin, responsable des stratégies de marché de capitaux chez Tikehau Capital. Merci évidemment à vous de nous avoir suivis. Et on se retrouve tout de suite dans le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse.